Pour cette conférence, on a l'honneur d'accueillir Franck Vogel, qui est déjà venu dans ces murs il y a quelques années pour une expo photo qui nous a tous marqués, qui était une expo photo sur le Nil. Alors Franck Vogel, tout le monde le connaît, je suppose, mais je vais quand même rappeler un peu son parcours. Donc, il a un parcours très riche et il a une formation donc à Agro Paris-Tech. Et puis après Agro Paris-Tech, contrairement à beaucoup d'agro, lui, il est parti faire le tour du monde, ou comme beaucoup d'agro, peut-être qu'aujourd'hui c'est la pratique. Et puis finalement, il est tombé dans la photo et donc il s'est passionné de photo. Et pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, Franck. Et donc il a fait beaucoup de sujets, donc un sujet que vous avez sans doute vu sur les Bicheneuils qui est extrêmement marquant, et notamment leur approche de l'écologie. Enfin, il faisait de l'écologie il y a déjà plus de 500 ans, donc finalement on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé avant. Et puis aussi un sujet sur les fleuves qui va être le thème de ce soir. Donc Franck bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance internationale. Je crois qu'il a, depuis ces 4 ou 5 années, beaucoup cheminé, et il a fait beaucoup de reportages qui ont été publiés dans les plus grands médias, dans Géo, dans Stern, dans Paris Match et des médias internationaux. Il a aussi organisé beaucoup de conférences, un peu partout à travers le monde. L'Université de Columbia, dans le cadre du COP21, dans le cadre du COP22, donc domaine auquel il est très sensible. Il a publié de très très beaux ouvrages et on aura la chance de pouvoir le consulter et pour ceux qui le souhaitent de l'acquérir avec certainement une dédicace de Franck pour l'occasion, donc avec un de nos libraires préférés donc, du territoire. Et puis il a aussi réalisé un film documentaire sur les Bicheneuils. Donc nous sommes très très heureux, très honorés de ta présence, Franck. On te connaissait par la photo. On va te découvrir comme homme de conviction. Enfin, tu te fais déjà transparaître tes convictions au travers de la photo, mais c'est aussi que tu vas nous le faire partager donc au travers de ta conférence. Donc ça va être un grand bonheur pour nous et on est impatients donc de t'entendre. Avant de te faire monter sur scène, j'ai demandé à notre partenaire, donc Madame Métois, donc vice-présidente de l'AGLO en charge de la culture, et à l'ENAIG, donc en charge de photoreporter, de monter sur scène, dire un petit mot, et puis ensuite, Franck, tu pourras monter. Bonsoir à tous. De photoreporter, vous connaissez maintenant, puisque c'est la 7e édition, le fil rouge que sont évidemment les photoreportages qui, cette année, ont essaimé sur l'ensemble de notre territoire, à la grande satisfaction de beaucoup de villes qui ont accueilli justement des expositions et qui ont permis, autour de ces expositions, de créer des événements. Vous connaissez certainement également les médiations qui sont proposées pour le grand public, pour accompagner et rentrer un peu plus justement dans ces expositions, et également des médiations pour les scolaires. C'est vraiment un gros succès puisqu'il y a en général plus de 2000 jeunes qui suivent donc ces médiations. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas le travail qui est fait avec l'Éducation nationale et le CLEMI. Donc ce sont des jeunes de collège et de lycée qui également travaillent et font des photoreportages surtout sur leur environnement, leur établissement, leur ville. Il y a également, comme tout bon festival qui se respecte maintenant, un off également qui enrichit cette offre. Et évidemment, au cœur de Photoreporter, il y a des moments très forts comme celui-ci, donc des conférences, où nous avons la chance de recevoir donc les personnes qui étaient sur le terrain, qui ont permis ces photoreportages et qui viennent partager avec vous, échanger. Et là, c'est vraiment un plus, puisque bien sûr, nous ne sommes plus uniquement devant le photoreportage, mais je pense que par les échanges, nous pouvons entrer. Alors si au départ, les thématiques nous semblent parfois géographiquement éloignées, on s'aperçoit que de toute façon, sur toutes les thématiques que l'on voit à Photoreporter, nous sommes concernés de près ou de loin, plus ou moins vite. Voilà, donc je remercie également Franck Vogel de sa présence et j'ai vraiment hâte de l'écouter. Merci. Tu peux, tiens, ouais. Juste pour vous rappeler, Festival Photoreporter, c'est 70 photoreportages aujourd'hui qu'on a produits. Peut-être vous n'avez pas ça en tête, mais les photoreportages qui sont montrés à Saint-Brieuc le sont pour la première fois au monde, puisque ce sont les entreprises du territoire. Et je tiens à remercier sincèrement le Crédit Agricole des Côtes-d'Armor, qui était l'un des premiers sponsors, finalement, mécènes, qui a permis de financer, donc, dans le fonds de dotation, il y a eu des bourses. Ces bourses sont divisées par le nombre de photoreporters qui peuvent partir aux 4 coins du monde,
nous ramener des sujets dont on ne parle peu ou pas dans la presse. Et les sujets, par exemple, dont va parler Franck ce soir, c'est des sujets qui ne font pas le JT, dont on ne parle pas beaucoup dans les médias et qui pourtant ont une importance capitale, notamment sur les enjeux géopolitiques. Et Franck en parlera beaucoup plus que moi, mieux, on va dire. Donc voilà, le festival dure jusqu'au 4 novembre. Il est ouvert le 1er novembre, peut-être qu'il pleuvra, donc voilà, au moins on sait quoi faire. Il y a des médiatrices aussi qui sont là le mercredi matin, le mercredi après-midi, le samedi matin, le samedi après-midi et le 1er novembre. Donc je vous invite tous à découvrir les expositions qui sont au Carré Rosingart et dans 10 communes de l'agglomération cette année, puisque c'est, comme disait Madame Métois, une rétrospective. Et encore sincère remerciements au Crédit Agricole des Côtes d'Armor pour nous recevoir et puis recevoir Franck pour cette belle soirée. Voilà. Franck, c'est à toi. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis vraiment ravi d'être là. Et donc, je voulais remercier déjà le Crédit Agricole Côtes d'Armor de m'accueillir ici, photoreporter. Et comme je suis aussi un des fondateurs avec Alexandre Solacoul, je veux quand même le rappeler, on l'a créé ensemble suite à mes problématiques de financement à la base de mes sujets. Et donc voilà, je voulais aussi le remercier. Je vais vous présenter la série sur les fleuves frontières. Et donc le tout premier reportage que j'ai réalisé, c'était sur le Nil, qui était présenté ici en 2012, lors de la première édition. Et ce sujet, en fait, vous posez peut-être la question, comment c'est né cette histoire autour de la guerre de l'eau, autour des fleuves, autour du Nil. En fait, c'est né d'une discussion que j'ai eue avec la directrice eau d'une ONG internationale, et qui m'a parlé de l'histoire du barrage du millénaire que l'Éthiopie était en train de construire sur le Nil bleu, et l'impact que ça risquait d'avoir sur l'Égypte, le Soudan, au niveau du débit d'eau pendant la période de remplissage du barrage. Et donc, ça m'a donné envie d'aller sur place, donc de faire un premier reportage sur le Nil, donc qui a été présenté, financé par Photoreporter. Et lors du reportage, je me suis dit, il y a forcément d'autres fleuves dans le monde qui ont des problèmes. C'est pas seulement le Nil, ça me paraissait évident qu'il y en avait d'autres. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai même regardé sur place quand j'avais accès à Internet, à essayer de localiser quelques autres fleuves transfrontaliers qui avaient ce type de problème. Après, pas exactement le même type de problème, mais des problèmes un peu différents, liés à la pollution, liés à des barrages, à des privations d'eau d'un pays par rapport à l'autre, enfin plein de problématiques différentes, et surtout de brosser un portrait global, pas juste de pays pauvres, parce que souvent on a l'image de c'est les pays pauvres qui gèrent mal leur eau, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et vous allez le voir ce soir, je vais faire un focus sur le Colorado, et où je vais rentrer un peu plus en détail. Mais donc en fait le projet Fleuve Frontières est né donc pendant ce reportage sur le Nil, qui a duré 3 mois au total. Et c'est comme ça que les autres fleuves sont venus dans la série. Donc au total, il y en a 8. Il y a 8 fleuves. Donc il y a le Nil, le Brahmapoutre, qui a aussi été présenté à Photoreporter et qui a été financé par Photoreporter, qui a été présenté en 2014. Et après, j'ai poursuivi par le Colorado, le Jourdain. Donc ça, c'est les 4 premiers qui sont dans le premier tome du livre que vous allez pouvoir voir à la sortie. Et j'ai poursuivi par le Mékong, le Gange, le Zambèze que je viens de finir cette année, qui sera publié début d'année prochaine par Géo France, et aussi Géo Allemagne va le publier à partir de décembre-janvier. Ils font 2 fois 18 pages sur un fleuve, donc ça c'est exceptionnel. Et le dernier qui me reste, ça sera le Danube, que je vais faire l'année prochaine. Et il y aura peut-être aussi une série qu'on est en train de monter avec Arte. Donc je ne peux pas encore en parler trop en détail, mais voilà, il y a normalement une série télé aussi qui sera prévue. Donc voilà, ça c'est l'objectif de base en fait, c'est de sensibiliser le plus possible les gens à travers tous ces fleuves, à travers ces pays qui traversent, d'expliquer aux gens, à vous, aux personnes aux États-Unis, aux personnes en Afrique du Sud ou à Singapour ou n'importe où, que l'eau c'est universel et qu'il faut la protéger, qu'il faut la préserver, qu'il faut faire n'importe quoi avec. Et donc ce soir, je vais pas pouvoir vous expliquer les 7 fleuves que j'ai traités jusqu'à présent, c'est impossible, ça va me prendre 7 heures sinon. Mais je vais me focaliser sur 2 fleuves. Je vais faire un petit focus sur le Nil
Et après, je vais vraiment rentrer plus en détail sur le Colorado, qui est un des fleuves mythiques et que quasiment tout le monde connaît ici. Et beaucoup sont allés voir le Grand Canyon. Donc c'est quelque chose d'emblématique et qui a, enfin vous allez comprendre tout à l'heure, qui a des gros problèmes. Voilà. Alors sur le Nil, bon. Ceux qui étaient en Égypte ont vu ce côté sacré autour du Nil, les pyramides et tout ça. On a cette image un peu d'Épinal du Nil, de l'Égypte, des pyramides. Et après, ceux qui connaissent un peu plus, bah, ils savent que le Nil bleu, prend sa source en Éthiopie. Et il y a ce côté sacré des eaux du Nil. Là, par exemple, on est en Éthiopie. Les pèlerins orthodoxes, en fait, ils refont le baptême en fait, de Jésus. Donc ça s'appelle le Timket en Éthiopie. Et donc les prêtres orthodoxes versent de l'eau sur les pèlerins, la tête des pèlerins, et refont un peu ce baptême. Ça, c'est la source du Nil bleu, qui au final fournit, c'est le lac Tana, qui fournit 85% de l'eau du Nil. Le Nil, en fait, donc vous voyez, alors je vais un peu me reculer. Alors, sur cette carte, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Alors ça, c'est le lac Tana. On est en Éthiopie ici. Ça, c'est le lac Tana. Donc ça, c'est la source du Nil bleu et qui rejoint à Khartoum le Nil blanc qui vient du Rwanda et du Burundi. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le Nil, mais je vais faire un focus sur une problématique qui est très importante et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais vous parler de cette zone-là, au Soudan du Sud, enfin qui est le Soudan du Sud aujourd'hui, qui est en fait, ça c'est une zone marécageuse qui s'appelle le Sud, c'est SUDD, et c'est une zone où il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitants qui vivent dans ces marécages, qui sont très poissonneux, et donc, en fait, dans les années, fin des années 70, il y a l'Égypte et le Soudan qui avaient décidé de construire un canal qui allait court-circuiter toute cette zone marécageuse. C'est une entreprise française qui avait le contrat à l'époque. Et donc, ils ont commencé à creuser ce canal. Ce canal porte un nom, c'est le canal de Djunglé. Et pour m'y rendre, donc il n'y a pas de moyen de transport classique, c'est que des barges de transport de marchandises. Et les gens, ils mettent leur tente dessus. Enfin voilà, on circule comme ça. Les routes sont... Enfin, il n'y a quasiment pas de route. Et pendant la période des pluies, on ne peut pas du tout circuler. C'est de la boue partout, c'est impossible. Donc c'est que sur le fleuve, mais on va très très lentement. Là, pour faire mais à peu près 300 km, j'ai mis 7 jours. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est assez long quand même. Et heureusement que j'étais avec l'équipage. C'est des pousseurs en fait, qui poussent les barges. Et moi, je n'étais pas là-dessus, j'étais sur le bateau, le pousseur. Et donc, je n'avais pas à venir avec ma tente et avec toute ma nourriture pendant toute la période. J'étais avec l'équipage. Et donc, c'était un peu mieux. Mais il faut imaginer, c'est un fessé de crocodiles, de serpents. Enfin, voilà, c'est beaucoup de moustiques qui traînent. Et donc, j'ai remonté le Nil comme ça, le Nil blanc. Je suis passé donc dans cette zone qui s'appelle le Sud, donc c'est très riche en poissons, ils font sécher le poisson. Et en fait, en 1983, donc les gens qui habitaient là, ils s'appellent les Dinka, enfin c'est la tribu majoritaire, qui se sont dit, en fait ils étaient à peu près aux 2/3 de la réalisation du canal, ils avaient fait 260 km sur les 360. Et là ils ont dit, si on ne fait rien, si le canal est fini, on n'a plus d'eau, on ne peut plus vivre. Et donc, ils ont décidé d'attaquer le chantier de construction. Il y a une prise d'otage. Ceux qui en ont peut-être entendu parler, c'était en 1983, parce qu'il y avait des Français qui étaient concernés. Et donc, en fait, cette fameuse machine, au milieu de nulle part, ça fait penser un peu à Mad Max. Cette machine, c'était la plus grande machine au monde. Elle fait à peu près 500 mètres de long et qui creuse. C'est une énorme excavatrice et qui consomme des quantités astronomiques d'essence. Enfin, voilà, c'est vraiment complètement fou. Et cette machine, en fait, c'est un symbole de naissance d'un nouveau pays, mais surtout, c'est le début de plus de 20 années de guerre civile. Parce qu'après l'attaque par les Dinka de la machine, le gouvernement a réagi du Soudan
envoyé des chasseurs, enfin, et en fait, ça a déclenché plus de 20 années de guerre civile, plus d'1 million de morts, le double de déplacés, et au bout, un nouveau pays qui s'appelle le Soudan du Sud, qui est né en 2011. Et moi, j'y étais en 2012, juste après. Alors, depuis, ça s'est de nouveau dégradé. Maintenant, c'est des guerres internes au sein du Soudan du Sud. Mais à l'époque, c'était encore accessible. Aujourd'hui, je ne pourrais plus y aller dans cette zone. Et c'est vraiment ce symbole, cette machine, c'est le symbole de la première guerre de l'eau sur le Nil. Et en fait, le titre de mon livre, c'est « Fleuve frontière, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu ?» Et la réponse, c'est « Elle a déjà eu lieu, en fait. » Avec cette machine-là, c'est un exemple classique. Les médias en parlaient très peu, et surtout, ils mettaient le focus plus sur le côté religieux. Ils disaient qu'ils n'étaient pas musulmans dans cette partie du Soudan, mais au final, le vrai déclencheur de cette guerre civile, c'était l'eau. Parce qu'on voulait couper l'eau à un peuple. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, et que les guerres de l'eau, les tensions liées à l'accès à l'eau vont être de plus en plus importantes. Avec le réchauffement climatique, ça sera de plus en plus marqué à travers le monde, et c'est ça qu'il faut vraiment intégrer. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a je vous ai dit tout au début que j'ai commencé le sujet sur le Nil à cause de ce barrage que l'Éthiopie était en train de construire, le barrage de la Grande Renaissance sur le Nil bleu, et qui allait affecter donc l'Égypte. Et en fait, là, c'est pas encore totalement fini, mais l'année prochaine, il sera fini. Et en fait, ils ont prévu en fait de remplir. L'Éthiopie voudrait le remplir en 4 ans, le bassin de rétention, et l'Égypte, plaide pour 10 ans. Et en fait, l'impact pour l'Égypte est très très fort, parce qu'en fait, on est entre 10 et 25% d'eau en moins pour l'Égypte. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Et là, il y a des pourparlers, c'est diplomatique, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer réellement. C'est très compliqué de dire, mais en tout cas, il y aura des tensions, ça c'est évident. Et après, une guerre, j'espère pas, mais c'est pas impossible que ça arrive à ça, parce que imaginez un pays qui a 10 ou 15 ou 20% d'eau en moins et qui n'a pas d'autre source d'eau. Parce que bon, c'est le Nil qui apporte 90% de l'eau en Égypte. Comment ils font ? Ils seront à peu près à 90, 100 millions d'habitants en Égypte. Il peut y avoir une révolution de l'eau, parce que les gens n'auront plus assez d'eau. Et donc, voilà, à un moment, le gouvernement aura peut-être besoin de réagir. Enfin, c'est très compliqué de savoir exactement ce qui va se passer, mais en tout cas, ça sent pas très bon, en quelque sorte. Donc voilà, et maintenant, en fait, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique et on va aller s'intéresser au Colorado. Le Colorado, bon, tout le monde connaît le Colorado, tout le monde connaît le Grand Canyon, tout le monde connaît la beauté des paysages de l'Ouest américain qui traversent. Et je vais juste vous faire un tout petit rappel au niveau de la géographie pour après un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc en fait, le Colorado prend sa source dans les montagnes rocheuses au Colorado et il s'écoule. Alors il y a des grands barrages qui ont été construits. Le barrage de Glen Canyon qui forme le Lake Powell, le barrage de Hoover qui forme le Lake Mead à côté de Las Vegas. Et après il continue, il y a d'autres barrages, mais les plus importants c'est ces deux-là. Et après il s'écoule, normalement il s'écoulait il traverse le Mexique et après dans la mer de Cortez et rejoindre l'océan Pacifique. En fait, je vais vous donner juste quelques points clés. Après, vous allez comprendre ce qui se passe, mais juste vous localiser les choses. Là, vous voyez, cette zone-là s'appelle l'Imperial Valley. Je vais en parler tout à l'heure. C'est une zone désertique qui est cultivée par à peu près 300 familles. C'était des colons qui sont installés là au début du XXe siècle. Et ils ont creusé un canal qui relie le Colorado jusqu'à leur vallée. Donc voilà, vous allez comprendre après pourquoi. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et là, il y a un dernier barrage qui est construit, côté américain. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors là, bien sûr, vous connaissez, c'est le Grand Canyon, la beauté, la majesté d'un fleuve. Patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quelque chose de vraiment merveilleux, c'est impressionnant à voir.
et je vous recommande d'y aller. Là, on arrive sur le barrage de Glen Canyon avec l'énorme lac Powell. Enfin là, on voit qu'une partie, hein, c'est vraiment très très grand. Et là, vous pouvez déjà commencer à distinguer. Vous voyez les marques blanches là? C'est en fait, les Indiens Navarro appellent ça les marques de la baignoire. Ça fait des marques. En fait, il y a de moins en moins d'eau au fil des années. Et certaines années, c'est encore plus bas que d'autres. En 2013, typiquement, on était au niveau les plus bas. Donc là, moi, j'ai fait le sujet en 2015. Donc il y avait un peu plus d'eau, mais vous voyez ça. Et en fait, en 2015, quand j'ai donc fait le reportage, il y avait le gouverneur de l'État de Californie qui tirait la sonnette d'alarme et qui disait « Il faut absolument arrêter d'arroser vos pelouses, il faut arrêter de consommer de l'eau de manière excessive, parce qu'on est au niveau... Enfin, les nappes phréatiques sont à un niveau critique. Il n'y avait quasiment plus rien. Enfin, et en plus, c'est de l'eau préhistorique qui ne se remplit pas. Et ils pompaient toujours là-dedans au cas où, sauf que là, on était à 7%. Et après, il n'y a plus rien. Et il n'y avait rien qui alimentait. Et donc, dans les années précédentes, surtout en 2013, on était dans un cas où il y avait beaucoup moins de pluie, beaucoup moins d'eau qui arrivait, et je vais rentrer plus dans les détails sur ça en 2013, mais c'était vraiment grave. Et là, typiquement, il y a une famille qui ne respecte pas, et une famille, en fait, en Californie, si on voulait être cohérent, tout le monde devrait avoir des pelouses comme ça. Parce que c'est ça qui pousse dans cette zone. C'est pas de l'herbe. C'est des jardins plus avec des cactus, des plantes qui n'utilisent pas beaucoup d'eau. Et pas des pelouses qui demandent des quantités énormes d'eau. Et donc pendant cette période, donc c'était vraiment, il y a des débats à la télé. C'est beat the drought, c'est vraiment, il faut combattre la sécheresse, donc il y a beaucoup de débats. On a accusé Las Vegas, qui est un peu une verrue au milieu du désert, qui pompe beaucoup d'eau, 40 millions de touristes qui viennent par an, qui prennent un bain ou 2 bains par jour. Enfin, il y avait toute cette image-là qui était véhiculée. Vous avez sûrement entendu parler aussi des amandiers, des producteurs d'amandes. Donc les prix étaient montés énormément à l'époque. Et on mettait le focus sur eux, sur Las Vegas et les producteurs d'amandes, qui consomment énormément d'eau. C'est vrai, hein, ils consomment beaucoup d'eau. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, Las Vegas, vous voyez. Mais en fait, quand on rentre un peu plus en détail, sur Las Vegas, bien sûr, ils consomment beaucoup d'eau, mais il y a une police de l'eau. Donc ils savent qu'il faut qu'ils n'utilisent pas trop d'eau, mais il y a une réelle police, il y a un contrôle, il y a des amendes, il y a des patrouilles, des gens qui arrosent quand il ne faut pas, en pleine journée par exemple. Et voilà, donc au final, ce n'est pas les plus mauvais. Et surtout en regardant dans les détails des chiffres, les Las Vegas et les grandes villes ne consomment au final que, et je parle les grandes villes mais aussi les industries, ne consomment que 30% de l'eau du Colorado. Donc imaginez tous les millions de personnes, tout ce qui est industrie, golf, enfin j'inclus tout, hein, c'est seulement 30%. Où va le reste? En fait, c'est 70% qui va pour l'agriculture. Parce qu'il y a des cultures dans des zones désertiques, donc qui consomment énormément d'eau, beaucoup d'évaporation. Et donc, vous voyez, là, c'est Las Vegas, les golfs, bien sûr, ils sont irrigués, c'est sûr qu'on est dans une aberration. Mais ça reste au final pas aussi grave que ça. Je vais en parler un tout peu après, je vais rentrer plus dans les détails sur l'agriculture, mais en même temps, là, on est dans la réserve Navarro, en Arizona, qui borde donc aussi le Colorado, et eux, c'est les premiers, hein, les Navarro, toutes les tribus qui vivent dans ces territoires, qui ont normalement des droits à l'eau. Eux, en fait, ils ont droit à rien. Tous les projets de pipeline pour amener de l'eau dans la réserve, tous ont échoué. Il n'y en a pas un qui a abouti. Et à chaque fois, c'est à cause des fermiers blancs qui ont, eux, des droits à l'eau. Parce qu'en fait, c'est premier arrivé, premier servi, mais il faut être blanc pour ça. Et ça fait quand même, c'est assez
alarmant de voir ça. Et donc eux, ils se retrouvent à avoir leur territoire de plus en plus sec. Et ça, le réchauffement climatique a un impact très très fort tout de suite là-dessus. Vous voyez là, ils ont même essayé de planter quelques plantes pour essayer de stopper l'avancée du désert, mais ça n'a pas fonctionné. C'était avec un institut de géologie qui leur a conseillé de planter certaines plantes, mais en fait ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a beaucoup de vent et ça n'a pas pris. Et en fait leur désert est de plus en plus sec. On est dans un cas de deux Amériques. Il y a l'Amérique de ceux qui ont droit à l'eau et ceux qui n'ont pas droit. À la base, ça c'est un cimetière de vétérans Navarro. Et en fait, au début, j'étais un peu déçu de voir ce drapeau déchiré. Et au final, pour moi, c'est une très très bonne représentation de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que la partie haute, bannière étoilée, c'est ceux qui ont l'eau. Et après, il y a tous les autres. C'est un pays à deux vitesses réellement, avec ceux qui ont des droits et ceux qui en ont beaucoup moins. Et il y a un point qu'il faut quand même rappeler sur les Navarros, c'est que, et la France devrait s'en rappeler un peu plus, c'est que en fait, la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez peut-être, a été gagnée grâce à la langue Navarro. Parce qu'en fait, les nazis n'ont jamais réussi à décrypter. En fait, c'est les Navarros qui étaient les radios, qui faisaient des transmissions, et ils parlaient en Navarro, ils passaient les messages, et les nazis n'ont jamais réussi à décrypter la langue et à comprendre ce qui se disait. Et donc, c'est un peu, même beaucoup, grâce à eux, qu'on est libre. Et ils se font traiter un peu comme ça. C'est très triste de voir ça, mais voilà, enfin, je pense qu'il faut le rappeler et c'est important de le dire. Et donc, comme je vous disais, que leur territoire est de plus en plus sec, il faut imaginer donc, une zone plus sèche, beaucoup de routes non goudronnées, et donc forcément de la poussière qui est générée. Il y a beaucoup de 4x4 qui circulent, et donc ça génère beaucoup de poussière. Et cette poussière, il suffit d'un coup de vent ou une petite tempête pour être emmenée, cette poussière de sable. Et cette poussière de sable, elle est emmenée jusqu'à 300 km de là. Et en fait, là, j'ai travaillé avec la NASA ils étaient en train de faire une étude sur cet impact. Ils ont étudié en fait la poussière de sable, où elle était véhiculée et où elle allait se coller. Et en fait, ils ont démontré que cette poussière de sable de cette réserve Navarro, la Navarro Nation, allait se coller sur les montagnes San Juan à 300 km de là, qui est une des sources d'alimentation en eau du Colorado. C'est une autre rivière qui alimente le Colorado, mais d'une manière assez importante. Et donc, elle allait se coller, cette poussière de sable, sur le manteau neigeux. Et donc là, vous voyez les différentes strates. Vous voyez, quand il y a de la poussière qui se colle, c'est un peu plus gris. Ils ont analysé tout ça. Et en 2013, en fait, on était à un point critique. Toute la neige, juste sur ça, sur les montagnes San Juan, avait fondu 2 mois avant la date normale de fonte. Parce qu'il faut imaginer de la poussière qui se colle sur le manteau neigeux. Le manteau neigeux n'est plus blanc. Il est soit ocre, ça dépend d'où elle vient exactement, mais c'est soit ocre, soit gris. Et donc la neige n'est plus blanche et ne va pas réfléchir la lumière du soleil, mais va fondre, va absorber la lumière et donc va fondre. Et donc tout avait fondu 2 mois avant la date normale. Et qu'est-ce qui se passe ? Forcément, à un moment, il y a beaucoup d'eau qui arrive. Ils ont été obligés même d'ouvrir les vannes des grands barrages parce qu'il y avait trop d'eau. Et après, il n'y avait plus rien. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les turbines des 2 grands barrages, Glen Canyon et Hoover, juste à côté de Las Vegas, les turbines étaient à moitié hors de l'eau. Donc elles fonctionnaient qu'à moitié. Enfin, ça dépendait lesquelles. Il y en avait certaines qui étaient plus basses qui fonctionnaient, mais en fait la moitié ne fonctionnait plus. Donc en fait, pour produire de l'électricité, c'était très compliqué. Et ça, la sonnette d'alarme a commencé à être tirée à ce moment-là, et c'est pour ça que la NASA a aussi actionné ça. Mais aujourd'hui, tout est remis en cause par Trump, en fait. Il dit que c'est pas vrai, que c'est totalement, c'est pas scientifique. Enfin voilà, il valide pas du tout ses conclusions. Et la NASA est même embauchée, enfin l'équipe qui a fait ce travail est embauchée par d'autres pays pour essayer de comprendre les impacts
Le Népal a embauché les équipes. En Inde aussi, dans l'Himalaya, ils essaient de comprendre des impacts comme ça qui pourraient être liés et comment y remédier. Mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est quelque chose que, enfin, moi personnellement, j'aurais jamais pensé à ça avant de faire ce sujet-là. Et après, quand on avance sur le Colorado, là on arrive à la frontière mexicaine. Alors ça, c'est le Colorado côté américain. Ça, c'est le dernier barrage que vous avez montré sur la photo, sur la carte. Ça, c'est le barrage de Morelos. Et ça, c'est le Colorado côté mexicain. Ça, c'est juste un bras qui est dévié. C'est de l'eau qui est vendue par les États-Unis. Alors là, ça a l'air large, mais c'est beaucoup plus petit après. C'est de l'eau qui est vendue à quelques riches fermiers mexicains. C'est tout. C'est pas pour le Colorado. Le Colorado, c'est ça. Et ça, c'était juste après. En fait, avant mon passage, donc c'était en avril 2015, quelques semaines avant, ils avaient ouvert les vannes. C'était Robert Redford qui avait à l'époque dit « c'est pas normal que ce grand fleuve, notre grand fleuve, n'atteigne plus la mer. » Parce qu'il n'atteignait plus la mer. Les 110 derniers kilomètres sont totalement à sec. Et donc il a dit « c'est pas possible, il faut faire quelque chose ». Donc il a réussi à convaincre les autorités à ouvrir pendant 5 semaines les vannes du barrage. Et c'est pour ça qu'il y a un peu d'eau là. Vous voyez, il y a un peu d'eau, c'est un peu vert. Donc les nappes se sont rechargées, mais il n'a jamais atteint la mer. Ça n'a pas suffi 5 semaines. Et après ils ont refermé. Et au final, c'est un peu... ils ont secoué une carotte un petit peu, voilà. Et depuis, c'est fermé, ça c'est pas prévu d'être réouvert. Hein. Donc au final, le Mexique, on l'a asséché complètement. Comme ça. Et comment ça s'est produit, ça ? Comment ça se fait que le Mexique n'a plus une goutte d'eau ? Donc vous voyez, ça c'est le fameux canal dont je vous parlais, qui amène l'eau dans l'Imperial Valley, pour ces 300 fermiers qui ont décidé de s'installer dans cette zone désertique, et donc ils prennent beaucoup d'eau. Pour faire quoi ? À la base, c'était censé être le grenier à légumes des États-Unis, parce qu'il fait chaud, enfin voilà, donc ils faisaient pousser des carottes, des choux et plein d'autres légumes. Et en fait, il y a à peu près 15 ans, ils ont décidé ils se sont rendus compte qu'ils n'utilisaient pas toute leur eau. Parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que les droits à l'eau, c'est quelque chose, c'est comme une terre, enfin un terrain en France. Ça vous appartient, vous pouvez le revendre, c'est transmis en héritage, vous avez une quantité d'eau qui est à vous, du fleuve ou d'une rivière, enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est inscrit dans un amendement de la Constitution américaine. C'est comme ça. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils n'utilisaient pas tout l'eau qu'ils avaient droit. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, on va planter autre chose. Quelque chose qui consomme plus d'eau. Donc, on finit les choux, finit les carottes, finit tout ça. On va planter, qu'est-ce qui consomme beaucoup d'eau ? La luzerne. Super. Donc, c'est la plante, au final, qui consomme le plus d'eau au monde. Ce n'est pas les amandiers, c'est la luzerne. Donc, faire du fourrage pour les animaux. Et donc, ils ont commencé à planter beaucoup de luzerne. Ils ont fait des élevages de bovins. Et quand j'ai roulé avec la voiture, ma voiture, là, je suis tombé sur une ferme. En France, on parlait des fermes des 1000 vaches. Il n'y en a jamais eu 1000 dedans, il y en a plutôt entre 800 et 900. Là, à votre avis, combien il y a de vaches dans cette ferme ? 20 000 ? Il y a d'autres chiffres ? Oui, lâchez-vous. 90 000. 90 000 vaches en plein désert, et ils sont obligés il fait 45 degrés là, ils sont obligés de leur mettre des auvents, il y a des sprinklers aussi pour les arroser, et on est dans une aberration complète parce qu'il faut imaginer qu'il y a beaucoup de luzerne tout autour, du maïs aussi, et on élève ces vaches ici, en plein désert. Et ce qui est dingue, donc là c'est production de luzerne, quantité énorme. Cette luzerne, en plus, ce qui est le plus fou, c'est que 60% de la luzerne produite dans l'Imperial Valley n'est même pas pour les États-Unis. C'est exporté. Et à votre avis, ça va où ?
Non, pas en France. Ça traverse tout le Pacifique. Ça va en Chine et au Japon. Donc le fameux bœuf de Kobe, certains d'entre vous ont peut-être déjà goûté, c'est le bœuf le plus cher au monde. On lui fait des massages, on lui fait goûter du Mozart et voilà, pour qu'il soit bien en forme. Et il ne mange que de la luzerne qui vient de l'Imperial Valley. Vous vous rendez compte? Et quand on sait que pour faire un steak de 200 grammes, là c'est un Big Mac, on est chez McDo, bon voilà. Là on a 2 steaks de 100 grammes pour un Big Mac. Pour ça, il faut 3550 litres d'eau. Vous vous rendez compte? C'est pas, et c'est pas ce que la vache va boire. C'est ce qu'on a besoin pour produire ces 200 grammes de viande. C'est surtout ce qu'elle va manger. Et après, quand on est sur le bœuf de Kobe ou sur d'autres, c'est beaucoup plus important parce qu'il faut traverser le Pacifique. En fait, c'est ce qu'on parle. On parle d'eau virtuelle nécessaire pour produire des choses. Et le bœuf, c'est la viande qui demande le plus d'eau virtuelle pour être produit. Donc en fait, manger du bœuf, c'est une aberration. Surtout ceux qui en mangent tous les jours, ou, voilà, mais on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est complètement fou. Et donc, juste intégrer ça, essayer de ne pas manger du bœuf tous les jours, parce que c'est vraiment une folie. Bon. Et au bout, à cause de tout ça, parce qu'eux, ils ont commencé à utiliser toute l'eau qu'ils avaient droit, l'Imperial Valley, donc au final, c'est 300 familles. Hein. Et c'est 300 familles qui consomment 70% de toute l'eau de toute la Californie. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant de voir ça. C'est 300 familles qui consomment, enfin, 70% de toute la Californie. La Californie, c'est 80, enfin, c'est à peu près 60 millions, 70 millions d'habitants. Donc au final, 300 familles consomment 70% de ça. Et c'est pour l'agriculture, pour faire de la luzerne. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que j'ai rencontré en fait un chercheur, un professeur de l'université d'Arizona, qui m'a dit, vous savez, le problème de la Californie, et j'étais au moment de la crise de l'eau en Californie, avec le gouverneur qui disait il ne faut pas arroser, voilà. Vous savez, c'est très simple de régler le problème d'eau en Californie. Je dis, ah bon, si simple que ça? Oui, il me dit, oui, très très simple. Je dis, ah bon? Il faut juste simplement arrêter d'irriguer la luzerne pendant 2 mois, les 2 mois d'été, et la Californie a 2 fois plus d'eau. Vous vous rendez compte le rapport? Ça représente pour l'Imperial Valley 6% d'eau, et pour l'intégralité, en comparaison, 2 fois plus d'eau pour toute la Californie. Donc en fait, il n'y a plus de problème d'eau si eux, ils arrêtent d'irriguer juste pendant 2 mois d'été la luzerne. Et si on est positif, comme je le suis quand même, si on arrête d'irriguer la luzerne pendant 4 mois, le Colorado atteint de nouveau la mer. Là, on est au Mexique, dans le delta, à la fin du delta, près de la mer. Il faut imaginer que les 110 derniers kilomètres côté mexicain, il n'y a plus une goutte d'eau. Et tout à la fin, bah vous voyez, pour moi, c'est une photo qui est très graphique, qui est belle. Au début, on ne sait pas forcément ce que c'est. Mais moi, au début, ça me fait penser à des racines d'arbres. Alors, c'est vrai, c'est beau, c'est graphique. Mais quand on sait ce que c'est les bouts de bras, en fait, creusés par le Colorado, par l'eau du Colorado, pendant des milliers, des millions d'années, et qui sont totalement à sec. En fait, il n'y a plus rien là-dedans. C'est des racines vides, il n'y a plus de sève. Et ce que vous voyez là, le blanc, là on est à marée basse, c'est des dépôts de sel. Et en fait, la question c'est, comment un pays, première puissance mondiale, peut couper l'eau à son voisin? Enfin, c'est une question qu'on peut poser. Enfin, comment on a le droit de faire ça? Et comment personne ne réagit? Bien sûr, le Mexique réagit, mais il ne peut rien faire. Militairement, il est trop faible. Enfin, voilà. C'est très complexe. Et ça ne devrait pas exister. Et ça, c'était du temps d'Obama. Ça fait 15 ans.
Et pour régler le problème, au final, on est dans une solution très simple. On arrête d'irriguer ces 300 familles qu'il faut convaincre d'arrêter d'irriguer la luzerne pendant 4 mois et on n'a plus de problème. La Californie n'a plus de problème d'eau et le Colorado atteint de nouveau la mer. Mais en fait, pour faire ça, il faut changer un amendement dans la Constitution. Et pour changer un amendement dans la Constitution américaine, il faut 70% de vote au Congrès. Ce qu'Obama savait très bien qui était impossible à avoir. Donc il ne s'est même pas lancé. C'est pour ça qu'on n'en a pas du tout entendu parler. C'était trop polémique, trop risqué, et ils étaient sûrs de ne pas y arriver. Et donc ils ont laissé ça comme ça. Et le Mexique, il se retrouve sans eau. Et je vais quand même finir sur une note un peu plus spirituelle, un peu plus positive autour de l'eau. En fait, j'ai rencontré une chamane et une activiste Navajo, et elle est aussi Lakota. Son père est Navajo, sa mère est Lakota, et donc c'est des tribus indiennes. Et elle s'appelle Pat McCabe. Et en fait, elle m'a raconté une histoire. Enfin, une histoire. C'est pas une histoire, elle l'a vécu. Un jour, elle était en train de prier dans un lac. Elle était enfoncée jusqu'aux cuisses dans le lac avec son tambour. Et elle priait dans le lac. Et à un moment, l'eau lui a parlé. Alors, il faut savoir que dans la culture Lakota, l'eau, c'est source de vie pour l'homme, bien sûr, mais c'est aussi une vie en tant que telle. Il la considère comme une vie, et une vie qui est capable d'entendre l'humain, d'écouter et de les entendre. Et donc, elle était dans ce lac, en train de prier, et tout à coup, l'eau a commencé à lui parler, à lui expliquer des choses, à lui expliquer en fait 2 principes fondamentaux de l'eau. Le premier, elle lui a dit, l'eau, tu sais, l'eau peut voyager dans l'espace. Elle lui dit, tu vois là, tu es dans ce lac, tu es en train de prier, et tes prières seront beaucoup plus fortes si tu pries ici que si tu priais sur le sol. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu pries ici, les molécules d'eau vont capter tes prières. Et ces prières, il y a une partie de l'eau qui va s'évaporer à un moment, qui va monter dans les nuages. Et avec les vents et tout, peut retomber plusieurs milliers de kilomètres de là, peut-être au-dessus des Andes, sous forme de neige. Et donc tes prières iront là-bas, seront portées par l'eau jusque là-bas, ou ailleurs dans le monde. Donc l'eau peut voyager dans l'espace. Et un deuxième point, très important, l'eau peut voyager dans le temps. Alors comment ? Et pourquoi ? Vous savez tous que l'eau qui est présente sur Terre, c'est la même qui est là depuis le début de la Terre, depuis à peu près 4 milliards d'années. C'est la même eau. Et il y a un cycle de l'eau qui passe dans les mers, les océans, ça monte par évaporation dans les nuages, ça redescend sous forme de pluie ou de neige, ça retombe sur le sol, c'est charrié par les rivières, les fleuves, et ça retourne dans la mer, et c'est un cycle fermé. Et l'eau qui est présente sur Terre, ça a toujours été la même. Et l'eau qui est là, c'est la même eau qui a été bue par nos ancêtres au Moyen-Âge, les hommes de Néandertal, et encore avant. Et donc c'est très très important de se rappeler de ça, parce que l'eau permet de nous relier à notre passé, mais aussi à notre futur. Et c'est ça qui est vital, et c'est important de le comprendre, que c'est une source de vie, et c'est quelque chose de tellement important à protéger, et à diffuser ce message. Et c'est comme ça que je vais finir. L'eau, en fait, on peut vivre sans pétrole, mais sans eau, on ne peut pas. Et si vous retenez ça de ce soir, je pense que j'aurais gagné. Merci à vous.
Moi, je me posais plutôt la question que vous dites tout à l'heure. Effectivement, on a de l'eau en France, mais qu'est-ce qui peut nous faire réagir, si vous voulez, quand il y a effectivement des pays où il y a beaucoup d'eau? Qu'est-ce qui peut nous faire réagir pour dire attention, oui, on a de l'eau, mais effectivement, c'est un bien rare, quoi, qu'il va falloir préserver. Vous parliez des pelouses, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que l'humain va se préoccuper de savoir comment préserver ce bien précieux, quoi? Alors, c'est vrai que dans les pays où il y a de l'eau, c'est très compliqué de convaincre les gens. Mais c'est pour ça que je montre le monde, ce qui se passe dans le monde. En fait, c'est pas un signal d'alarme pour chez vous, pour ici, mais c'est un signal d'alarme global. Et c'est une prise de conscience globale que je cherche à susciter. C'est vraiment ça, et surtout auprès des jeunes. Et là, depuis très peu de temps, en fait, on a validé une collaboration avec une fondation qui va financer des conférences que je vais faire sur l'eau dans les grandes écoles, les universités en France, mais aussi à l'étranger, pour sensibiliser le plus les jeunes futurs dirigeants. Et c'est très important. En fait, il faut juste qu'ils sachent comment ça fonctionne, comprendre les différents éléments et surtout la rareté de l'eau. Il y a un point qui est quand même important. C'est vrai que, ok, en France on en a, ça va, mais globalement, il n'y en a pas tant que ça. Si vous savez que, l'eau sur Terre, de l'eau douce, je parle de l'eau douce, on est à 0,75% de la quantité totale de l'eau sur Terre qui est de l'eau douce. Ce qui est rien du tout. Le reste, c'est de l'eau de mer. C'est de l'eau salée. Et après, pour dessaler de l'eau, ça coûte très cher en énergie. Beaucoup de pétrole, voilà. Et ces 0,75% d'eau douce sont suffisantes, en fait. C'est suffisant pour l'humanité, même si on atteint les 10 milliards. C'est suffisant. Sauf que c'est mal réparti. Alors ça, c'est un point important. Et après, souvent, dans beaucoup de pays, c'est très mal géré. On pollue l'eau. En fait, on est assis, même chez nous, ok, on a de l'eau, mais c'est quand même ridicule de polluer l'eau et d'utiliser, ça c'est pour moi une aberration de voir dans les toilettes de l'eau potable. On n'a pas besoin d'avoir de l'eau potable dans les toilettes. Ça sert à rien. Et c'est juste des choses comme ça. Et après, le truc classique, c'est de dire aux jeunes, ou à tout le monde, pendant que vous brossez les dents, c'est sûr, c'est bateau de dire ça. Mais de couper l'eau pendant qu'on brosse les dents, c'est tout bête. Mais ça représente des litres et des litres, des dizaines de litres à chaque fois qui s'écoulent comme ça. Et en fait, c'est juste quelques petits points importants à retenir. Et quand on voit le portrait global de l'eau sur la Terre, avec ces fleuves, heureusement qu'il n'y a pas de fleuve français dans la série. Je suis content, je suis français, je suis content. Mais ça n'empêche, il faut quand même comprendre ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'on est là pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Et l'être humain ne réagit que souvent à la fin, quand il est vraiment collé le nez au mur. Ça, c'est un peu triste. On est intelligent, on est censé être intelligent. Mais souvent, c'est que à ce moment-là qu'on réagit. Et qu'il y a un intérêt économique aussi. Si ça peut apporter de faire... voilà. Et ça, c'est dans plein de domaines que c'est comme ça. Donc, moi, vraiment, mon rôle, c'est de sensibiliser le plus de personnes, surtout les jeunes, pour que l'avenir soit... qu'on fasse plus les mêmes bêtises au niveau des barrages, de la pollution, qu'on reverse en Égypte, qui est un pays qui va avoir beaucoup moins d'eau là pendant les 10 prochaines années. En fait, ils polluent leur propre eau. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Jusqu'au Caire, quelques dizaines de kilomètres avant le Caire, l'eau du Nil est à peu près propre, quoi. Mais comme l'Égypte, toute l'industrie, tous les égouts, tous les déchets toxiques, tout est relargué dans le Nil. Et après, qui traverse la dernière partie, le delta, et c'est là qu'on produit les légumes, ce qu'on va manger. Et qu'on s'auto-pollue comme ça, c'est une aberration complète. Et là, avec 10% ou plus d'eau en moins, c'est impossible. Il faut vraiment qu'ils intègrent ça. Et tant qu'ils n'auront pas intégré ça, et je ne parle pas que de l'Égypte, de plein de pays où c'est comme ça, où on verse tout dedans, c'est une aberration en fait.
il faut vraiment se rendre compte que c'est important et que l'eau, on ne peut pas la fabriquer comme ça. On a une quantité finie et on a 0,75% d'eau. Voilà. Et il ne faut pas faire n'importe quoi avec cette eau. Et c'est ça qui est important. Et ça, en France aussi, c'est important. De ne pas la polluer et quand elle est polluée, la retraiter, enfin qu'elle soit dépolluée. Et ça, c'est des choses, c'est des bases. Mais si ce n'est pas fait, le problème risque d'être beaucoup plus important. Et même en France, on peut arriver à des problèmes graves à cause de la pollution. J'ai une question. Vous avez évoqué les conflits réels, existants déjà et potentiels autour de l'eau, en particulier au niveau des frontières. À votre connaissance, est-ce qu'il existe aujourd'hui une organisation mondiale permettant la gestion de l'eau? Et sinon, d'où pourrait naître cette organisation qui permettrait peut-être de réguler ou de limiter les conflits à terme? Alors pour l'instant, il n'y a pas d'organisation réelle qui existe, surtout qui a un pouvoir d'imposer des choses à des pays. Pour l'instant, les pays... en fait, je viens de me rendre compte de ça, parce que je collabore avec l'UNESCO. Et normalement, en fait, je devais avoir une exposition sur les grilles de l'UNESCO à Paris. C'était en juin. Pendant un très grand colloque autour de l'eau, où tous les pays du monde allaient être là. Et en fait, quand j'ai présenté le projet devant les pays, tous les responsables eau de chaque pays, en plénière, tout le monde ça applaudit, tout le monde était content, voilà. Et à un moment, il y a un doigt qui s'est levé. C'était la responsable de l'eau à l'UNESCO de la Turquie. Vous savez que la Turquie, il ne faut pas parler de tout ce qui est touche à l'eau autour de la Turquie, il ne faut pas en parler, parce qu'il y a des barrages, enfin voilà. La Turquie n'était pas concernée par l'Expo du tout. Il n'y a pas de photos, je n'avais pas fait de photos du Tigre et l'Euphrate, enfin voilà. Et donc elle dit, oui, c'est quand même, il faut faire attention, parce que il faut que les pays, certains pays pourraient être choqués par des légendes, par des choses, enfin voilà. Et donc, à cause de ça, à cause de cette intervention, qui a été donc marquée dans le rapport, on a été obligé de faire valider chaque photo et chaque légende par le pays concerné. Et donc ça concernait plusieurs fleuves. Et sur le Mékong, bon, j'en ai pas parlé là, mais en fait, le Laos, qui pose des problèmes en fait sur le Mékong et ça va se faire. Hein, le delta du Mékong risque d'être sous l'eau parce qu'il y a de moins en moins de sédiments qui arrivent à cause d'un barrage, un méga barrage qui est quasiment fini et qui bloque l'arrivée des sédiments. Et donc au final, le delta est en train de s'enfoncer. C'est pas l'eau de mer avec le réchauffement climatique qui remonte. Bien sûr, elle monte, mais c'est quelques millimètres, c'est pas grand-chose. Mais là, l'affaissement du delta, parce qu'il n'y a plus assez de sédiments, de graviers, de pierres qui arrivent, tout le delta est en train de s'enfoncer. Et beaucoup plus vite que la mer qui monte. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est de plus en plus salé, les terres, et bientôt, ils vont avoir les pieds dans l'eau. Donc, Ho Chi Minh, c'est 10 millions d'habitants, risquent d'avoir les pieds dans l'eau très prochainement. C'est entre 10 et 20 ans. C'est demain, quoi. Et on ne peut pas détruire cet énorme barrage. Et donc, moi, ça, c'est ce qu'il y a derrière, enfin, ce que j'ai découvert en faisant le Mékong. Et en fait, il y avait une photo du Laos. Donc j'expliquais en fait, ça a été repris 3 fois, les légendes. Tout a été lissé diplomatiquement. Enfin voilà, tout a été... Et donc en fait, on ne parlait même plus de ça, parce qu'on ne pouvait plus parler de ça. Enfin, on m'avait déjà dit que c'était plus possible. Et malgré tout, il y avait une photo de pêcheurs le long du Mékong, une légende bateau. Et ils ont dit... si on réfléchit un peu plus loin, on pourrait peut-être penser qu'il y a un barrage à côté, il y a quelque chose. Et au final, à cause de ça, il y a eu un veto de l'expo. Il y a eu un veto une semaine avant l'accrochage. Donc, ils ont commencé, le Laos a rué dans les brancards réellement. Ils ont mis la Thaïlande dans la boucle parce que la Thaïlande finançait cet énorme méga barrage. Et racheter 95% de l'électricité au Laos de ce barrage. Et donc Laos et Thaïlande se sont mis ensemble. La Chine, eux, ils étaient très contents
que l'expo se fasse. Et le Vietnam, eux, ils étaient archi contents, forcément, parce qu'ils étaient en procès, ils étaient en train de faire un procès au Laos pour ça. Et donc l'expo ne s'est pas fait, parce que les instances, enfin, en fait, au niveau des Nations Unies, là vraiment je me suis rendu compte de ça, il faut que tout le monde soit d'accord, sur tout, ce qui est impossible en fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes aujourd'hui dans le système actuel des Nations Unies. Et il n'y a personne qui a un réel pouvoir pour imposer des choses. Et ça, j'arrive pas vraiment à... Il faut que... En fait, c'est que la société civile, réellement, qui peut pousser à... Et il y a un point qui est important, c'est la carte de crédit, en fait. C'est ce que vous achetez. Et votre pouvoir de vote, bien sûr, mais ce que vous achetez influe sur beaucoup de choses. Parce que ça peut faire des choses, vous n'achetez plus des choses, si vraiment tout le monde n'achète plus certaines choses, ça peut faire avancer vers des choses qui sont meilleures. Tout simplement. Enfin, le consommateur a un réel pouvoir, mais souvent on ne l'utilise pas, rarement. Et ce n'est pas global. Et c'est pour ça qu'une institution mondiale, aujourd'hui, elles n'ont pas de poids. Elles ne peuvent rien faire, en fait. Elles peuvent dire, mais il n'y a aucune imposition. Et ça, c'est un peu triste. Et j'ai même eu un débat avec la directrice de la communication de l'UNESCO qui m'a dit « mais c'est pas possible, quoi. Jamais j'aurais pensé que ça puisse arriver ». Et en fait, le Laos a vraiment menacé et elle dit « si c'est exposé, ça sera décroché le lendemain et ça va aller au secrétaire général des Nations Unies et ça passera pas, c'est sûr. » Parce que, comment ça marche, les Nations Unies? C'est les pays qui payent, qui donnent une subvention. Chaque pays paye pour être membre, enfin, entre guillemets, pour financer l'organisation. Et donc, ils ont leur mot à dire. Et donc, voilà. Et c'est ça qui est un peu problématique. Et donc, ils s'écrasent tous. La diplomatie, au final, vraiment, je me rends compte de ça. On ne peut pas vraiment faire avancer les choses là-dessus. Et il n'y a pas de réel poids sur les pays pour imposer quelque chose. Et là, je ne vois vraiment pas pour l'instant, j'espère qu'il y a quelque chose qui va se... Peut-être il faudrait donner ce poids à une institution, mais pour l'instant, elle n'existe pas. Et ce n'est pas les Nations Unies qui ont ce poids-là, ce pouvoir. Excusez-moi de revenir à quelque chose de ce dont vous parliez tout à l'heure, à propos d'aberration. Enfin, en France, on peut quand même repérer l'aberration qui est qu'on court tous au supermarché chercher des bouteilles d'eau embouteillées, amenées jusqu'ici, qu'on ramène chez soi dans notre voiture, parce que l'eau du robinet n'est pas consommable si on a moins de tel âge, si les femmes sont enceintes. Il y a longtemps quand même qu'on ne boit plus l'eau de nos rivières ni l'eau des puits quand même. Enfin, l'aberration, il y a quand même une prise de conscience à faire. En France, au quotidien, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Hein. Juste une petite pensée de 10 secondes pour René Dumont dès 1974 et son verre d'eau. Oui, exactement. Enfin, je l'avais rencontré, on a fait l'agro ensemble, et je l'avais rencontré à la bibliothèque quand j'étais étudiant encore, et on avait discuté un petit peu ensemble. Bon, il est décédé depuis, mais c'est un grand monsieur, et voilà, je ne vais pas m'éterniser sur lui, mais c'est vraiment quelqu'un de très inspirant et qui m'avait inspiré à l'époque déjà quand je l'avais rencontré. Il venait régulièrement à la bibliothèque de l'Agro à Paris et c'était émouvant de pouvoir discuter un peu avec lui. Et voilà, c'est... Oui, un exemple frappant, c'est la mer d'Aral finalement. Oui. Je vous en avais pas parlé. Et deuxième petite question, sur le Danube, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des tensions avec l'eau? Alors, la mer d'Aral, c'est clair que c'est une mer qui est en train de s'assécher, mais en fait, le cycle est en train de s'inverser. Ils ont réussi à trouver une solution, et ce qui est positif, elle est de nouveau en train de se remplir. Et ouais, c'est tout récent. Hein. Et donc, c'est une belle histoire qui est en train de se passer. C'est des décisions de pays, en fait, hein, qui ont décidé de laisser passer l'eau et de ne plus irriguer le coton et autres. Et donc, pour l'instant, c'est pas encore énorme, mais elle revit, elle est en train de revivre. Donc ça, c'est pour la mer d'Aral. Et après, pour le Danube, alors on n'est pas dans un cas aussi extrême que ce qu'on voit sur d'autres fleuves. Et après, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais c'était aussi une demande des Nations Unies. Ils voulaient un fleuve en Europe. Et sur le Danube, on a des problèmes. Il y a, par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'un demi-barrage qui a été construit
et qui maintenant c'est entre la Hongrie et l'ex-République tchèque de la Tchécoslovaquie. Et en fait, la Tchécoslovaquie a construit, enfin, il devait faire un barrage conjoint entre les deux pays. Et la Hongrie a finalement pas fait sa partie. La Tchécoslovaquie a construit son demi-barrage. Et donc, vous imaginez les problèmes, quoi. Il y a des zones complètes qui ont été inondées. Et là, ils sont en procès depuis 30 ans, quoi. Et toujours pas de... Voilà. Donc ça, c'est une histoire, mais il y a plein d'histoires autour de ça. Il y a l'histoire des migrants. Le Danube est un lieu de passage entre la Serbie, enfin voilà, pour rentrer en Europe. Il y a certains qui traversent à nage, d'autres en petit bateau. Enfin, il y a toute cette histoire-là. Après, il y a le delta du Danube. Et après, il y a une histoire autour des zones humides. Enfin, il y en a de moins en moins. Et là, alors, je fais rarement la pub, et voilà, mais là, c'est une initiative privée d'une entreprise privée mondiale. Je ne vais pas citer le nom. Qui produit des boissons sucrées et qui finance toutes les zones humides pour recréer les zones humides sur toute la zone du Danube. Et ça, c'est quand même assez fou de voir ça, qu'une initiative privée comme ça permette de refaire vivre des zones humides. Et alors, c'est peut-être, on peut parler de greenwashing pour certains, mais là, franchement, je vais pas aller là parce que c'est important que ça soit fait et je trouve ça très bien que des entreprises s'impliquent là-dedans, et je pense que les entreprises doivent encore plus s'impliquer là-dedans parce que c'est important et voilà, donc il y a des belles histoires. Je vais pas rentrer, il y a beaucoup d'histoires autour du Danube, mais je l'ai pas encore fait, je vais le faire là l'année prochaine, mais il y a beaucoup d'histoires autour. C'est moins grave, mais quand même, il y a des vraies histoires. Il y a une dernière question, ou sinon, je vous retrouve pour les dédicaces. Ou sinon, on applaudit.